Les frappes contre l'Iran, notamment celles du 7 et 8 mars 2026, sont graves. Dans la nuit de samedi à dimanche, Israël frappe 4 dépôts pétroliers et un site logistique d'hydrocarbures. Les habitants filment les flammes qui se propagent. Les autorités appellent la population à rester confinée. L'air est rempli d'essence, de gaz et de vapeur. Le secteur est incroyablement dangereux, c'est comme une bombe à retardement. Un coup de plus porté par Israël à l'Iran pour anéantir le fonctionnement de ses infrastructures. On a certains médias qui parlent d'une catastrophe énergétique, d'autres qui évoquent des raffineries détruites ou alors une paralysie du système pétrolier iranien. Mais quand on regarde les déclarations officielles iraniennes et les sources confirmées, le tableau il est différent. En réalité, les frappes n'ont pas détruit les raffineries de production. 0 unité de raffinerie n'a été mise hors service. Les attaques ont visé 4 dépôts de stockage de carburant et un centre de transfert de production pétrolier dans la région de Téhéran et d'Alborz. Les sites situés sont précisément identifiés. Il s'agit du dépôt d'Agdazienne situé au nord-est de Téhéran, du dépôt de Saran à l'ouest de la capitale, du dépôt de Karaj dans la province d'Alborz, ainsi que du site de stockage situé près de la raffinerie de Téhéran dans le sud de la ville. Ce n'est pas une unité de raffinage, mais une installation de stockage associée. À cela s'ajoute un centre de transfert de production pétrolier. Toutes ces informations ont été confirmées par Keramat Veiskarami. C'est le PDG de la National Iranian Oil Product Distribution Company. Il a déclaré très clairement que 4 dépôts de carburant et un centre de transport de production pétrolier avaient été attaqués par les avions ennemis dans la région de Téhéran et d'Alborz. Donc, contrairement à ce qu'on a vu beaucoup passer ces dernières heures, les frappes n'ont rien à voir avec les grandes raffineries stratégiques iraniennes comme Abans Ispa ou alors Bandar Abbas. Ces installations majeures n'ont pas été touchées. Ce qui a été visé et qui, oui, représente quand même beaucoup de dégâts, ce sont les stocks locaux servant principalement à la distribution régionale de carburant, notamment pour la capitale. Vous comprenez que c'est néanmoins un événement important parce que pour la première fois depuis le début de la guerre, les installations énergétiques civiles sont directement ciblées en Iran. D'ailleurs, Donald Trump s'en est plaint. Pour la première fois, il gronde Israël parce que Israël a osé toucher le pétrole. C'est interdit. Il ne voulait pas qu'Israël touche le pétrole. Les frappes israéliennes ont provoqué une épaisse fumée noire des sites sous un déluge de bombes depuis plus de 24 heures. Israël a désormais décidé de viser des sites d'hydrocarbures, une stratégie condamnée par l'administration Trump qui craint un choc pétrolier mondial. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Pensez le Monde. Avant de poursuivre, si vous voulez apprendre des métiers du numérique, vous pouvez le faire sur Olacraft. Vous y trouvez des formations en animation, dessin, montage vidéo, graphisme, programmation, ma formation YouTube même et bien d'autres. Aussi, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire pour plus de vidéos, Archives du Monde. J'analyse justement les archives du monde. Les vidéos sont différentes de celles que je publie ici. Je laisse le lien du site de formation et de la chaîne YouTube en description et en commentaire épinglé. Revenons au sujet. Visuellement, les images ont été spectaculaires. On a d'immenses colonnes de fumée noire qui se sont élevées au-dessus de Téhéran. Des incendies ont illuminé la nuit. Et dans certains quartiers comme Shahan, des fuites de pétrole ont été signalées dans les rues. Donc ça s'est déversé même jusque dans la rue. Les habitants ont même parlé d'une pluie noire. Des particules de suie et d'hydrocarbures sont retombées dans certains quartiers. Mais sur le plan opérationnel, les dégâts restent limités selon les autorités iraniennes. Le bilan humain direct est de 4 morts, dont 2 chauffeurs de camions citernes. Les incendies ont été maîtrisés rapidement par les équipes d'intervention et les installations endommagées sont restées sous contrôle. La distribution de carburant a été perturbée temporairement à Téhéran. Mais les autorités iraniennes ont immédiatement indiqué que les réserves nationales restaient suffisantes et que la situation était en cours de stabilisation. Aucun arrêt de la production dans les raffineries n'a été signalé et il n'y a pas eu d'impact national sur l'approvisionnement énergétique du pays. En réalité, l'Iran dispose de dizaines d'autres dépôts et de réserves stratégiques, ce qui signifie que les sites touchés représentaient surtout des stocks locaux destinés à l'approvisionnement urbain. Les autorités d'Iran parlent d'une guerre environnementale, voire d'une guerre chimique inconventionnelle, en raison de la fumée toxique et des substances libérées dans l'air lors de l'incendie des dépôts pétroliers. Parce que selon Téhéran, l'objectif de ces frappes n'est pas seulement militaire. Il s'agit là de terroriser la population civile et de créer donc une pression psychologique. Voir une partie de votre ville prendre feu, c'est effrayant. En plus, quand vous voyez des retombées noires, c'est doublement effrayant. Du côté israélien, l'explication est différente. Israël affirme avoir visé ces dépôts parce qu'ils alimentaient des
infrastructures militaires iraniennes et participaient au soutien logistique des forces armées. Peu importe le cas de figure, comprenons que ces frappes marquent une nouvelle phase dans la guerre. Parce que pendant les premiers jours du conflit, les attaques se concentraient essentiellement sur les infrastructures militaires, les bases, les systèmes de missiles et les centres de commandement. Et justement, pour comprendre l'importance de ces frappes sur les dépôts pétroliers, il faut regarder le contexte plus large. Depuis plusieurs jours, les frappes se concentrent sur différents types d'objectifs en Iran. Il y a d'abord les infrastructures civiles et militaires, notamment les sites des missiles balistiques, les systèmes de défense aérienne et les zones industrielles liées à la production de missiles autour de Téhéran et de Qom. Ensuite, il y a les installations du régime, comme l'aéroport de Mirabad ou certains quartiers généraux des gardiens de la révolution. Enfin, les autorités iraniennes évoquent également des dommages civils collatéraux considérables dans certains quartiers résidentiels, avec des bâtiments touchés comme des écoles, des hôpitaux ou alors des trucs simplement touristiques dans les jours précédents. Mais ce qui change avec les frappes du 7 et 8 mars, c'est que l'énergie civile devient une cible directe. Et cette évolution entraîne immédiatement une riposte iranienne. Téhéran affirme avoir répondu en frappant la raffinerie de Haïfa en Israël, ainsi que plusieurs sites énergétiques dans les pays du Golfe, notamment à Bahreïn. Whoa, did you see that? That was fast. Look how he runs. Listen to that sound. Shaking it. Another one. Ah! Les images capturent le moment exact où 2 missiles iraniens ont frappé la raffinerie de pétrole de Haïfa en Israël. Les missiles se déplaçaient et les systèmes de défense israéliens ont eu du mal à les intercepter. Et des explosions ont illuminé la nuit lorsqu'ils ont explosé près de la zone industrielle. L'Iran affirme avoir utilisé des missiles balistiques Khaybar Shekan en représailles directes aux frappes israéliennes contre les dépôts et raffineries de pétrole de Téhéran. Là, sur ces images, on peut voir des missiles balistiques qui sont lancés par l'Iran sur Israël et qui filent à Mach 15. Oui, c'est impressionnant. L'Iran met ses menaces à exécution. Téhéran a riposté en frappant des infrastructures pétrolières dans la région, notamment la seule raffinerie de Bahreïn, touchée par une frappe qui a provoqué un important incendie ce 9 mars. Après le Qatar et le Koweït qui ont déjà suspendu certaines livraisons, le Bahreïn rejoint la danse en fermant tout. On parle de près de 400 000 barils par jour. Pourtant, l'Iran avait prévenu. Tout pays qui permettra l'utilisation de bases américaines sur son sol pour frapper son territoire s'exposera à des représailles. Téhéran avertit aussi Washington que si les attaques contre ces infrastructures énergétiques continuent, le prix du baril déjà au-delà de $118 pourrait grimper jusqu'à $200. En gros, malgré le pacte de Kinsey, qui devait garantir la sécurité des monarchies du Golfe en échange du pétrole, ces États découvrent aujourd'hui une réalité brutale. La présence de bases militaires sur leur sol ne garantit pas la protection de l'armée américaine. Au contraire, après les premières frappes iraniennes, beaucoup ont surtout vu Washington s'enfuir. Les États-Unis protègent avant tout l'entité, et même là, c'est compliqué pour eux. Pour Téhéran, ce qui se passe ne serait que la première étape. Les États-Unis ont largement sous-estimé la capacité de réaction de résilience de l'Iran et le prix de cette erreur commence déjà à se payer. Dans un conflit, l'énergie joue un rôle central. L'énergie est le cœur du pouvoir stratégique d'un pays. Ça signifie que la guerre entre dans une phase où les revenus, les approvisionnements et la stabilité énergétique deviennent eux-mêmes des armes. Mais malgré ces frappes, une question essentielle se pose. L'attaque contre ces dépôts a-t-elle réellement affaibli l'économie pétrolière iranienne? Parce que c'était ça l'objectif. La réponse, selon les autorités iraniennes et les faits disponibles, est assez claire. Non. Absolument pas. Parce que contrairement même à ce que certains imaginent, ces dépôts n'ont aucun rôle dans les exportations pétrolières de l'Iran. Elles servent uniquement à la distribution domestique de carburant pour la capitale et les régions proches en fait. Les exportations passent par d'autres infrastructures stratégiques, notamment Kars Island, qui gère environ 96% des exportations de pétrole iraniennes, ainsi que des ports comme Bandar Abbas. Donc même après les frappes, les tankers iraniens continuent de partir vers leurs clients, notamment en Chine et d'autres pays asiatiques. L'Iran continue d'exporter environ 1,5 million de barils par jour, malgré les sanctions. Ça signifie qu'à chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril, c'est des dizaines de millions de dollars supplémentaires qui entrent dans les caisses du pays. C'est pour cette raison que certains responsables iraniens affirment que la guerre, paradoxalement, peut augmenter les revenus pétroliers à court terme, tant que les exportations continuent. Le porte-parole du Parlement iranien l'a résumé d'une manière assez directe. Selon lui, la guerre actuelle fait monter les prix mondiaux du pétrole et inflige des pertes à l'économie mondiale tout en permettant à l'Iran de continuer à vendre son pétrole. Maintenant, il faut comprendre une autre chose. Même si les exportations n'ont pas été touchées, les frappes
ont quand même créé un problème immédiat. C'est la distribution de carburant dans la capitale. Parce que lorsque des dépôts locaux sont touchés, ça perturbe l'approvisionnement des stations-service et du transport urbain. Les autorités iraniennes ont donc dû réagir très rapidement pour éviter une panique et une pénurie. Les premières mesures ont été prises immédiatement après les frappes. La distribution de carburant a été temporairement interrompue dans certaines zones de Téhéran, le temps d'évaluer les dégâts et de sécuriser les installations. En parallèle, les autorités ont introduit une réduction temporaire des quotas de carburant. Les cartes personnelles étant passées de 30 litres à 20 litres par plein, donc pour faire le plein complet. Cette décision a été annoncée par les autorités locales de Téhéran afin de gérer la consommation pendant la période d'urgence. Le gouverneur de Téhéran a également pris la parole pour calmer les inquiétudes de la population. Son message a été très simple, il n'y a pas de pénurie de carburant et la situation est en train d'être résolue. Les autorités ont demandé aux habitants de gérer leur consommation pendant une période de transition, le temps que le système de distribution soit réorganisé. En réalité, l'Iran dispose donc de stocks stratégiques de carburant répartis dans plusieurs régions du pays. Lorsque les dépôts de Téhéran ont été touchés, ces réserves ont été réactivées immédiatement. Les autorités ont commencé à réorienter les camions-citernes depuis d'autres provinces vers la capitale afin de maintenir l'approvisionnement. Les stations-service ont été ravitaillées progressivement en donnant la priorité aux services essentiels, au transport et aux besoins militaires. En moins de 48 heures, la redistribution en carburant a commencé à se normaliser. Les autorités iraniennes affirment que la situation est en cours de stabilisation et contrairement à ce que certains médias étrangers occidentaux évoquent, il n'y a pas de longues files d'attente massives dans les stations-service ni des pénuries nationales. Pendant que ces incendies provoquent une crise sanitaire à Téhéran, la guerre continue également sur le plan militaire. Et lorsque on compare l'intensité des frappes des deux camps depuis le début du conflit, les chiffres donnent une idée de l'ampleur de cette confrontation. Depuis le 28 février 2026, l'Iran affirme avoir lancé plus de 500 missiles balistiques, dont certains de type Khaybar-Shekan, ainsi que plus de 2000 drones, notamment les drones Shahed 136. Selon les sources militaires iraniennes, environ 40% de ces tirs visaient uniquement Israël, tandis que 60% visaient les bases américaines et les installations situées dans les pays du Golfe. Ces frappes ont diminué légèrement au cours des derniers jours, notamment parce que il y a plusieurs lanceurs de missiles iraniens qui ont été détruits par les frappes américaines et israéliennes. Mais selon les gardiens de la révolution, l'Iran continue de lancer des vagues de missiles ciblés dans le cadre de ses opérations de riposte. De leur côté, les États-Unis et Israël ont mené une campagne aérienne extrêmement intense. Lors des 12 premières heures du conflit, près de 900 frappes ont été menées contre les cibles iraniennes. Depuis le début de la guerre, le commandement central américain affirme avoir frappé plus de 2000 cibles, utilisant plus de 2000 munitions. L'aviation israélienne, de son côté, aurait effectué environ 1600 sorties aériennes et largué jusqu'à 4000 munitions. Au total, cela représente plus de 3000 frappes combinées menées contre l'Iran en moins de 2 semaines. Pour les autorités iraniennes, cette comparaison est utilisée pour montrer que malgré l'intensité des frappes adverses, le pays continue de riposter massivement. Les responsables iraniens affirment même qu'après la destruction de nombreux lanceurs et installations militaires, l'Iran conserve une capacité significative de frappe à longue distance. La preuve, on a vu les missiles balistiques traverser le ciel et bombarder Israël. Mais au-delà de ces chiffres militaires, la guerre se joue aussi sur le terrain politique et psychologique. Parce que quelques jours après l'assassinat d'Ali Khamenei, l'Iran a rapidement nommé un nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui est le fils de Ali Khamenei. Et pour les Iraniens, cette succession rapide est un message stratégique. Le régime n'a pas été décapité, le système politique continue de fonctionner et la République islamique reste debout malgré la guerre. D'ailleurs, il y a même une théorie qui a été partagée par Idriss Aberkan où il fait comprendre que Ali Khamenei allait mourir parce qu'il était gravement malade. Ah, quand même, ils ont shooté Khamenei. Oui, c'est exact, ils ont shooté Khamenei. Et aujourd'hui, de ce qui sort, alors c'est une victoire tactique essentielle. Avoir shooté Khamenei, c'est quand même pas n'importe quoi. Ouais, enfin, le problème, c'est que d'après plusieurs médias des BRICS, dont des sources indiennes, parce qu'évidemment, vous allez me dire, si vous prenez une source chinoise ou russe, évidemment iranienne, ça sera sujet à caution. Mais là, vous avez de la source indienne qui vous dit, en fait, il avait un cancer de la prostate en phase terminale et il avait quelques mois à vivre. Et il aurait décidé de se faire tuer pour devenir un martyr. Et en tout cas, être martyr pour les Iraniens, c'est du sérieux. Hein. Pour la religion chiite en particulier, dont la totalité de l'identité repose sur des martyrs, hein, tout simplement. Et alors pour le leader suprême de la religion chiite,
Ouais, c'est quelque chose de très très important. Oui. Actuellement, pour le pouvoir iranien, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, la priorité est d'éviter l'effondrement psychologique du pays. Parce que dans ce type de guerre, l'objectif stratégique de l'adversaire n'est pas seulement de détruire les bases militaires, ça touche aussi les civils. Il cherche à créer la peur, la confusion et la division interne. Des opérations cybernétiques et informationnelles ont été menées pour tenter de perturber en fait les communications iraniennes et encourager certains citoyens et soldats à se retourner contre le pouvoir. Face à cela, la stratégie de communication du pouvoir iranien a été extrêmement rapide et structurée. Le régime a immédiatement adopté une ligne narrative très claire. L'Iran est attaqué mais l'État tient. La nation doit rester unie. Cependant, derrière cette communication officielle, la réalité psychologique du pays reste complexe. Je m'explique. La guerre crée évidemment de la peur et de l'incertitude dans la population. Des milliers de personnes ont été déplacées par les frappes et plusieurs organisations ont déjà mis en garde contre les conséquences humanitaires du conflit. Mais en même temps, il y a des analyses qui indiquent que les frappes militaires contre l'Iran ont produit l'effet inverse de celui recherché par ses adversaires. Parce qu'au lieu de diviser la société, elle a renforcé le sentiment d'unité nationale. Et c'est exactement l'inverse de ce que voulaient les États-Unis. Dans ses déclarations publiques, l'État insiste constamment sur 3 idées. L'Iran résiste, l'Iran riposte et surtout l'Iran reste uni. Dans une guerre moderne, la victoire ne dépend pas seulement des missiles ou alors des avions. Elle dépend aussi de quelque chose de beaucoup plus fragile et invisible. La capacité d'une société à continuer de croire qu'elle peut tenir. Littéralement ici, l'expression l'espoir fait vivre entre en jeu. Et c'est donc précisément sur ce terrain psychologique que se joue une grande partie de la guerre en cours. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve très rapidement.